Bonjour à tous à nouveau, bienvenue sur le plateau de Village-Semence. Les invités que nous accueillons aujourd'hui ont coécrit un plaidoyer pour des politiques agricoles actives aux éditions France Agricole. Ils vont nous parler ce matin de politique agricole face aux menaces du libre-échange. Donc pour en parler, à mes côtés, Jacques Loya, vous êtes agronome, économiste, ingénieur général honoraire du génie rural des eaux et forêts. Bonjour. Bonjour. Thierry Pouche, vous êtes économiste à l'APCA, le réseau des chambres d'agriculture, et chercheur associé à l'Université de Reims. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons commencer avec vous, Thierry Pouche. Nous allons parler tout à l'heure des menaces du libre-échange. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler pourquoi on a cru au libre-échange et comment le libre-échange s'est imposé progressivement dans l'économie mondiale? C'est à partir des années 80 que la mondialisation se met en place en économie, en finance. Et cette mondialisation va rattraper le secteur agricole à partir des négociations du GATT, l'institution qui précède l'Organisation mondiale du commerce. Entre 86 et 94, il y a eu de longues négociations pour libéraliser le secteur agricole. On estimait, notamment dans un certain nombre de pays comme le Brésil, l'Australie ou les États-Unis, que les politiques agricoles étaient trop protectrices du secteur et qu'il fallait, pour mettre en rapport l'offre et la demande mondiale, diminuer les soutiens et ouvrir les marchés. Sauf que le secteur agricole a ses spécificités, ne serait-ce que les aléas climatiques qui peuvent le toucher. Et donc la mise en correspondance des offres et des demandes mondiales se fait en général assez mal. D'autre part, un certain nombre de pays continuent à pratiquer des politiques agricoles et il y a donc des phénomènes de concurrence qui se font mal. Donc le libre-échange ne répond pas aux objectifs qu'on avait fixés et le secteur agricole permet de montrer que les limites du marché libéralisé appellent finalement des politiques agricoles. Est-ce qu'il y a aussi cette question de peut-être de la multifonctionnalité de l'agriculture qui finalement ne sert pas qu'à produire des denrées agricoles, mais aussi à produire un certain nombre de biens communs? Je crois que dans votre livre, vous parlez de cette notion de bien commun. Et le marché agricole a tendance à le marché mondial à se préoccuper uniquement de la production de biens agricoles. La production et de la circulation de ces biens agricoles et alimentaires, on estime qu'on peut, entre guillemets, marchandiser les productions agricoles et les productions alimentaires alors qu'elles s'inscrivent sur des territoires, elles s'inscrivent dans des traditions, dans des savoir-faire et des cultures. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler effectivement de commun, de biens communs pour le secteur agricole. Donc les conséquences du libre-échange, finalement, en favorisant uniquement les pays les plus compétitifs sur la production de matières premières, vont avoir des effets désastreux sur le reste, sur l'environnement, sur l'économie rurale. Sur l'emploi de la main-d'œuvre, sur les savoir-faire qui peuvent être transmis. Effectivement, le libre-échange ne se préoccupe que de la circulation des productions à travers le monde et que, par conséquent, ça peut avoir pour des pays extrêmement compétitifs des avantages considérables, mais pour des pays qui ne sont pas forcément compétitifs, eh bien là, effectivement, le différentiel de compétitivité joue en leur défaveur avec les conséquences humaines, environnementales que cela peut avoir. Jacques Loya, vous avez participé à la fin des années 2000 à une expertise scientifique internationale qui s'est intéressée à l'évaluation des sciences et technologies agricoles, qui a conclu aussi aux nécessités d'avoir des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les principales conclusions de ce travail colossal? Oui, merci de l'invitation. Et effectivement, après cette période de libéralisation des années 80-90 dont a parlé Thierry, il y a une prise de conscience au niveau international du fait que l'agriculture n'est pas un secteur qui peut être libéralisé parce qu'il y a une diversité d'agriculture, c'est un peu ce que Thierry a expliqué. Et il y a eu dans les années 2000, ça a commencé en 2002, à l'équivalent de ce qu'on a connu, notamment au niveau du GIEC, une expertise internationale qui s'appelait l'IASTD, l'évaluation internationale des sciences et des technologies agricoles pour le développement, qui va se prolonger de 2002 à 2008 et qui va conduire à une remise en cause assez fondamentale. On va parler de changement de paradigme. Changement de paradigme, c'est-à-dire il y a trois éléments importants qui vont intervenir dans ce changement de paradigme. C'est la reconnaissance du caractère plurifactoriel de l'agriculture,
c'est la reconnaissance d'une multifonctionnalité. Il y a plusieurs fonctions à l'agriculture. Il n'y a pas seulement une fonction de produire, mais il y a une fonction environnementale, une fonction d'occupation du territoire, d'emploi. Et puis, il y a une diversité de processus d'innovation technologique. Et cette expertise va aboutir au fait qu'on va reconnaître la nécessité d'avoir des politiques agricoles, des politiques publiques pour pouvoir prendre en considération ces différentes fonctions de l'agriculture, cette multiplicité des fonctions de l'agriculture. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu dans les années antérieures. Un autre événement dans ces années-là, en 2007-2008 en particulier, la crise agricole, la flambée des prix des matières premières va conduire aussi à une prise de conscience au niveau mondial. On va commencer à réentendre parler de souveraineté alimentaire et même de droit à l'alimentation. Alors, de quoi s'agit-il, ces notions? Est-ce qu'il s'agit vraiment de droit au sens juridique du terme et qui les reconnaît? Alors, effectivement, la souveraineté alimentaire va apparaître comme étant un élément important de la prise en compte de cette spécificité, d'une certaine manière, de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, la souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est le fait de donner la priorité à la production locale pour nourrir la population. C'est de permettre aux paysans, aux agriculteurs d'avoir un accès à leurs moyens de production. Et c'est de mettre fin aux pratiques de dumping et de permettre aux États de se protéger d'une certaine manière. Donc il y a bien une remise en cause du libre-échange comme moyen d'ouvrir les marchés systématiquement, mais un besoin non pas de faire n'importe quelle politique agricole, mais de raisonner les politiques agricoles de façon à assurer cette souveraineté alimentaire aux populations. Cette souveraineté alimentaire n'est pas dissociable de l'accès à la terre. Thierry Pouche, quelle a été l'influence, quel est l'impact de la libéralisation des échanges sur l'accès à la terre pour les paysans? Alors pour rebondir sur la référence à la crise de 2007-2008, avec la flambée des prix qui a été occasionnée par cette crise, il y a effectivement une prise de conscience que la sécurisation des approvisionnements va devenir maintenant pour un certain nombre de pays une priorité. Et par voie de conséquence, les pays qui sont peu dotés en foncier agricole, en terres cultivables, vont être obligés d'importer massivement dans un premier temps pour sécuriser leur approvisionnement. Et dans un deuxième temps, il va y avoir là une deuxième vague assez intéressante. Un certain nombre de pays vont se livrer à des investissements dans le foncier agricole étranger. Et donc là, on voit bien que même si la terre n'est pas physiquement délocalisable, elle fait l'objet de convoitises de la part d'un certain nombre de pays. Alors on a cité évidemment la Chine, mais il n'y a pas qu'elle, l'Arabie Saoudite, la Malaisie, même des pays développés s'accaparent, comme on dit, des hectares de terre cultivables. Alors les finalités peuvent être très différentes, mais on a là une mutation dans la mondialisation qui fait que la terre devient un objet convoité pour sécuriser ses approvisionnements. Et il en découle que pour les paysanneries locales, effectivement, ça peut être une menace, puisque avec ces investisseurs, eh bien, ils peuvent être évincés de leur outil de production, et ce qui provoque évidemment des réactions paysannes. L'exemple de Madagascar, où il y a eu des révoltes par rapport aux investisseurs coréens, ces révoltes ont destitué le gouvernement malgache à l'époque. Et on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de pays prennent des mesures législatives pour protéger les hectares de terre de façon à ce que leurs agriculteurs puissent continuer à travailler dessus. Donc on a vu que le libre-échange a d'abord été paré d'ineffables vertus qui finalement se sont avérées théoriques. Aujourd'hui, on a des prises de conscience, on a des appels lancés par des scientifiques, on a des gouvernements qui se rendent compte qu'on arrive dans une impasse. Est-ce que les politiques agricoles qui se dessinent en ce moment, donc je vais essayer de recentrer un petit peu plus près de chez nous, on a la PAC qui est en train d'être discutée. Est-ce que vous avez l'impression que ces enjeux que vous venez de citer sont pris en compte et sont vraiment des questions qui sont désormais discutées et qui font un petit peu évoluer les choses? Alors, peut-être avant de répondre à votre question, pour rebondir sur la question de l'accès à la terre, il y a eu en 2016
une réunion internationale qui s'est tenue à Valencia en Espagne, qui était le Forum mondial d'accès à la terre, et qui a précisément remis sur la négociation internationale cette question d'accès à la terre par rapport aux accaparements. Ce dont a parlé Thierry, et je crois que c'était une démarche importante, parce que la question foncière et l'appropriation pour les paysans, les agriculteurs, est devenue un aspect important. Alors sur les questions du débat actuel, je crois qu'au niveau de la politique agricole commune, on est actuellement dans une grande incertitude, un grand questionnement sur finalement sur quoi va déboucher la politique agricole commune. Il y a eu en 2008 une proposition législative de la Commission européenne, pour une réforme de la PAC pour 2020. Et cette proposition se traduit en fait par une forte baisse du budget communautaire, par une importante subsidiarité laissée aux États membres, et par finalement l'obligation pour les États membres d'établir des plans stratégiques. Et ceci peut se traduire, et c'est une critique qui a été faite, notamment il y a eu un débat au Sénat en France, peut se traduire par finalement une renationalisation de la politique agricole commune. Et là c'est un véritable débat, un enjeu important. Et puis il y a un dernier point, c'est que la question foncière qui commence à être mise sur la question sur le tapis, pour l'instant n'est pas du tout à l'ordre du jour de la PAC. Donc il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne journée, bon salon à tous. Merci à vous.